Le jour de la lecture du testament de leur père, ses frères et sœurs se partagèrent une fortune. À elle, il lui échut un vieux cheval que personne ne voulait. Ils se moquèrent d'elle devant le notaire. Ils l'appelèrent l'inutile de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet animal gardait un secret que son père avait caché pendant 30 ans. Et quand elle le découvrirait, ils allaient regretter chaque rire. Le jour où l'on enterra M. Armand Dubois, l'homme le plus riche de la vallée du Rhône, il plut comme si le ciel était aussi en deuil. 3 jours plus tard, ses 4 enfants s'assirent devant le notaire pour écouter le testament. Nathalie, la cadette, occupa la chaise la plus éloignée de la porte. Elle ignorait que cet après-midi-là, sa vie changerait à jamais. Le notaire, un homme grisonnant aux lunettes épaisses, ouvrit l'enveloppe scellée et commença à lire. À Richard, l'aîné, revenaient 200 hectares de terres cultivables et les principaux comptes bancaires. À Émile, le deuxième, était dévolu tout le troupeau de bovins de race charolaise, plus de 150 têtes estimées à des millions. À Florence, la seule autre femme, il léguait l'entreprise de chevaux pur sang avec 30 spécimens enregistrés et les installations du haras principal. Et à ma fille Nathalie, lut le notaire d'une voix posée, je laisse tempête. Richard fut le premier à rire, frappant la table de sa paume ouverte et lâchant un rire qui résonna dans les murs du bureau. Émile se pencha en arrière sur sa chaise avec un sourire moqueur. « Le cheval fou, c'est tout !» dit Richard sans pouvoir se contenir. Florence regarda Nathalie avec une froideur calculée. « Je te suggère de le vendre pour la viande avant qu'il ne meure de vieillesse et que l'enterrement te coûte cher. Cet animal ne vaut même pas ce qu'il mange. » Émile ajouta, la regardant droit dans les yeux. « Papa a toujours su que tu étais l'inutile de la famille. C'est pourquoi il t'a laissé la seule chose qui ne servait à rien. » Le notaire dut demander le silence 3 fois. Nathalie sentit que l'air lui manquait. Elle ne pleura pas. Elle ne répondit pas. Elle resta immobile, tandis que ses frères et sœurs signaient des documents et se partageaient des propriétés dont elle ignorait même l'existence. Quand elle quitta ce bureau, elle n'avait pas d'argent pour payer le transport d'un cheval que personne ne voulait. Elle n'avait ni maison à elle, ni économie. La seule chose qui lui restait, c'était les dernières paroles que son père lui avait murmurées à l'hôpital. Des mots qu'elle ne comprit pas sur le moment. « Prends-en soin comme je t'ai soigné, et il te montrera ce que personne d'autre ne peut voir. » Nathalie marcha 3 kilomètres sous la pluie jusqu'à atteindre le haras, où Tempête avait vécu les 10 dernières années. Le cheval était dans un enclos à part, séparé des autres animaux, comme s'il s'agissait d'une maladie que personne ne voulait attraper. C'était un grand spécimen, au pelage sombre, marqué de vieilles cicatrices. Il avait 18 ans et une réputation qui effrayait quiconque. Il avait donné des coups de sabot à 3 dresseurs professionnels, mordu un vétérinaire et détruit des clôtures en bois comme si c'était du papier. Les travailleurs du haras l'appelaient « le diable » et faisaient un signe de croix lorsqu'il passait près de lui. Nathalie l'observa depuis l'extérieur de l'enclos. L'animal la regarda avec des yeux méfiants, soufflant et reculant les oreilles, comme s'il était prêt à attaquer. « Mademoiselle Nathalie », la voix venait de derrière. C'était Vincent, l'ancien contremaître de son père. Il avait 70 ans, le dos courbé par des décennies de travail, et les mains calleuses de celui qui connaît la terre mieux que n'importe quel livre. « Vincent, quelle surprise !»« Ce n'est pas une surprise, mademoiselle. Votre père m'a demandé d'être ici quand vous viendriez le chercher. » Nathalie fronça les sourcils. « Mon père savait que je viendrais ?» Vincent hocha lentement la tête. « Monsieur Armand savait beaucoup de choses. Il m'a demandé une faveur avant de mourir. Il a dit que je devais vous aider, mais que je ne pouvais pas vous dire pourquoi tant que vous ne le découvririez pas par vous-même. » Le vieil homme regarda Tempête. « Cela ne me revient pas de le révéler, mais je peux vous aider à transporter l'animal. J'ai une camionnette et une remorque. Oh, et je connais un terrain prêté où vous pouvez rester en attendant de trouver un meilleur endroit. » Nathalie ne comprenait rien. Son père avait laissé des instructions. Vincent avait pour ordre de l'aider. Et un cheval que tous méprisaient cachait quelque chose qu'elle devait découvrir seule. Les questions s'accumulaient sans réponse. Pourquoi mon père ferait-il tout cela? Vincent répondit seulement. Parce qu'il vous connaissait mieux que vous ne le croyez. Le terrain prêté était un lopin de terre à la périphérie du village, avec une cabane en tôle sans électricité ni eau courante. Il appartenait à un cousin éloigné de Vincent, qui était parti travailler dans le nord et ne comptait pas revenir avant des années. Nathalie installa Tempête dans une écurie improvisée, faite de vieux bois et de bâches. Le premier jour fut un désastre. Le cheval donna un tel coup de sabot à la clôture que 3 planches volèrent en éclats. Un voisin arriva en criant des menaces. « Si cet animal s'échappe encore, j'appelle les autorités. »« Vous êtes sur une propriété d'autrui avec une bête dangereuse ?» Nathalie s'excusa.
Elle promit de renforcer la clôture. Elle retint ses larmes jusqu'à ce que l'homme soit parti. Cette nuit-là, elle dormit sur le sol de la cabane en tôle, utilisant sa veste comme oreiller. Le froid s'infiltrait par les fentes. Dehors, tempête frappait les murs de l'écurie comme s'il voulait renverser le monde entier. À 3 heures du matin, Nathalie n'en put plus. Elle s'assit dans un coin et pleura pour la première fois depuis les funérailles de son père. Elle pleura l'humiliation au bureau du notaire. Elle pleura les années passées à prendre soin de M. Armand, tandis que ses frères et sœurs n'apparaissaient que pour demander de l'argent. Et elle pleura, parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter cela. Quand elle se calma, elle regarda vers l'écurie. Tempête avait cessé de frapper. Un instant, elle pensa que l'animal avait entendu ses pleurs. « Que caches-tu » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi mon père t'a-t-il choisi pour moi ?» Le cheval ne répondit pas. Mais Nathalie sut à ce moment qu'elle n'allait pas abandonner, ni par orgueil ni par obstination, mais parce que quelque chose dans les paroles de son père lui disait qu'il y avait plus à cette histoire et qu'elle allait le découvrir, quoi qu'il en coûte. 3 mois plus tôt, M. Armand Dubois gisait dans un lit d'hôpital, relié à des machines qui mesuraient chaque battement de son cœur affaibli. Les médecins lui avaient donné un pronostic de quelques semaines. Ses enfants aînés apparaissaient de temps en temps, signaient des papiers et passaient des appels concernant des propriétés et des héritages dans les couloirs. Nathalie était la seule à arriver chaque matin à 7 heures et à rester jusqu'à ce que les infirmières l'obligent à partir le soir. Ce jour-là, M. Armand était plus lucide que d'habitude. Il demanda à Nathalie de fermer la porte et de s'approcher. « Sais-tu pourquoi je n'ai jamais vendu Tempête ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu ne me l'as jamais dit, papa. Parce que ce cheval est plus précieux que n'importe quelle terre que je possède, plus que le bétail, plus que les comptes bancaires, mais seulement pour celui qui saura bien le regarder. » Nathalie ne comprenait pas. « Papa, ce cheval refuse de se laisser monter depuis 10 ans. Tout le monde dit qu'il est fou. » Monsieur Armand sourit faiblement. « Tout le monde voit ce qu'il veut voir. Toi, tu as toujours vu ce que les autres ignorent. C'est pourquoi je vais te le laisser. Papa, je n'ai pas besoin d'un cheval. J'ai besoin de... » Il l'interrompit en lui prenant la main avec le peu de force qui lui restait. « Prends-en soin comme je t'ai soigné, et il te montrera ce que personne d'autre ne peut voir. Promets-le-moi. » « Je te le promets, mais... Et quand tu le découvriras, tu comprendras pourquoi j'ai fait les choses comme je les ai faites. Tu comprendras tout. » Monsieur Armand ferma les yeux. Nathalie pensa qu'il s'était endormi, mais il commença alors à chanter doucement une berceuse, la même qu'il lui chantait quand elle était enfant, la même que Nathalie n'avait pas entendue depuis 20 ans. Quand il eut fini de chanter, Monsieur Armand serra sa main une dernière fois. « Souviens-toi de la chanson, ma fille. Tempête la connaît aussi. » 2 semaines après s'être installée sur le terrain, Nathalie vit arriver une camionnette de luxe qui souleva de la poussière sur tout le chemin et reconnut le véhicule avant qu'il ne s'arrête. C'était Florence. Sa sœur descendit, portant des talons qui s'enfonçaient dans la terre. Elle portait des lunettes de soleil, bien que le ciel fût couvert, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je viens te faire une offre, » dit-elle sans saluer. « 15 000 € pour le cheval. C'est plus que ce qu'il vaut. Mais ça me fait de la peine de te voir vivre comme ça. » Nathalie était en train de nourrir Tempête avec du foin qu'elle avait elle-même coupé. Elle ne se retourna pas. « Il n'est pas à vendre. 15 000 € ne te servent à rien. Regarde-toi, Nathalie. Tu n'as pas d'électricité, pas d'eau, tu vis sous un toit de tôle. Avec cet argent, tu pourrais louer quelque chose de décent pendant quelques mois. » J'ai dit non. Florence s'approcha d'un pas. « Cet animal va de toute façon finir à l'abattoir. Il est vieux, il est agressif. Il ne sert à rien. Au moins avec moi, il aura une fin rapide. Et toi, tu vas le laisser mourir de faim parce que tu n'as même pas de quoi le nourrir. » Nathalie se retourna finalement. « Pourquoi un cheval qui, selon toi, ne vaut rien, t'importe-t-il autant ?» Florence hésita une fraction de seconde, juste une fraction. « Le cheval ne m'importe pas, c'est toi qui m'importe. Nous sommes sœurs. Tu ne m'as jamais parlé comme une sœur. » Florence enleva ses lunettes. Ses yeux étaient froids. « Tu as 1 semaine pour y penser. Après cela, l'offre descendra à 10 000, et après cela, à rien. » Elle monta dans sa camionnette, et avant de démarrer, elle lui cria par la fenêtre. « Ah, et pour que tu vois comment vivent les gens qui ont pris de meilleures décisions. » Elle lança son téléphone portable à Nathalie avec une galerie ouverte. 30 photos de chevaux pur sang dans des écuries impeccables. Et maintenant, le message texte en dessous disait « N'importe lequel d'entre eux vaut plus que toute ta vie. » Richard apparut 3 jours plus tard. Contrairement à Florence, il arriva à pied depuis la route, sans camionnette ni chauffeur. Il portait une enveloppe en papier Kraft sous le bras et affichait une expression qui se voulait aimable. « Sœur,
Quel plaisir de te voir. Nathalie réparait la clôture que Tempête avait de nouveau défoncée la nuit précédente. Elle ne cessa pas de travailler. Que veux-tu, Richard? Je viens en paix. Il leva l'enveloppe. Écoute, je sais que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais avec le testament, et je sais que Florence peut être difficile. Mais moi, je suis différent. Je veux t'aider. M'aider comment? Richard ouvrit l'enveloppe et montra des liasses de billets. Voici de l'argent liquide pour le cheval. C'est 5 fois ce que Florence a offert. Nathalie posa le marteau. Elle regarda l'argent. C'était plus que ce qu'elle avait vu réuni de sa vie. Pourquoi un tel intérêt pour un cheval qui ne vaut rien? Richard sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est de la pitié. Papa t'a laissé dans une situation impossible, et je veux t'en sortir. Ce cheval va te ruiner, Nathalie. Il va manger tes économies, ta santé, ton temps. Vends-le, prends l'argent, recommence. Et si je ne veux pas le vendre? Le sourire de Richard disparut. Il remit l'argent dans l'enveloppe et la referma lentement. Tu finiras par nous supplier, petite sœur. Cet animal va te détruire, et quand tu seras dans la rue sans rien, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras que je t'ai offert une porte de sortie et que tu l'as refusée. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta. Une dernière chose, Vincent, le vieux contremaître. Cet homme a des secrets que personne ne connaît. Fais attention à qui tu fréquentes. Parfois, ceux qui semblent loyaux sont ceux qui cachent le plus. Nathalie le vit s'éloigner, le cœur battant. D'abord Florence avec ses menaces déguisées en pitié. Maintenant Richard avec son argent et ses avertissements sur Vincent. Quelque chose se passait. Quelque chose que ses frères et sœurs savaient et qu'elle ignorait. Une nuit de tempête, le ciel s'abattit sur la vallée avec une fureur que Nathalie n'avait pas vue depuis des années. Le vent fouettait la cabane en tôle, l'eau s'infiltrait par chaque fissure et les éclairs faisaient vibrer le sol. Tempête était enragée. Ses hennissements se mêlaient aux coups de tonnerre. Ses coups de sabot menaçaient de faire s'effondrer l'écurie improvisée. Nathalie savait que si l'animal s'échappait cette nuit-là, elle ne le retrouverait jamais. Elle prit une lampe de poche et courut sous la pluie jusqu'à l'écurie. Quand elle ouvrit la porte, Tempête se jeta sur elle, les yeux exorbités. Nathalie recula juste à temps pour éviter un coup de sabot qui aurait pu la tuer. « Tranquille !» cria-t-elle par-dessus le bruit de la tempête. « Tranquille, Tempête !» Le cheval n'écoutait pas. Il continuait à frapper, à souffler, à tourner en cercle comme s'il voulait s'échapper de sa propre peau. Nathalie se souvint des paroles de son père à l'hôpital. « Souviens-toi de la chanson. » Tempête la connaît aussi. Sans y penser, elle commença à chanter. C'était la berceuse que M. Armand lui chantait quand elle était enfant, la même qu'il avait chantée lors de sa dernière nuit lucide. Sa voix tremblait, à peine audible sous la pluie, mais elle continua à chanter. Tempête cessa de frapper. Ses oreilles se tournèrent vers l'avant. Ses yeux, qui quelques secondes auparavant étaient remplis de terreur, se calmèrent. Le cheval souffla une dernière fois et resta immobile. Nathalie continua de chanter tout en s'approchant lentement. Elle tendit la main. Tempête ne mordit pas, ne donna pas de coup de sabot, ne recula pas. Pour la première fois en 10 ans, il permit à quelqu'un de le toucher. Nathalie caressa son cou trempé de pluie. L'animal baissa la tête et la posa contre sa poitrine. « Mon père te chantait cette chanson, » murmura-t-elle. « C'est pourquoi il me l'a apprise, pour que tu me fasses confiance. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. » Nathalie le sut, et elle sut aussi que son père avait tout planifié bien avant de mourir. Avant de poursuivre notre histoire, je voudrais adresser un salut très spécial à nos abonnés en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, au Luxembourg, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Vietnam et en Haïti. De quelle partie du monde nous écoutez-vous? Commentez pour que nous puissions vous saluer. Bénédictions à tous. Continuant avec l'histoire, Vincent arriva le lendemain avec des provisions. Des sacs de nourriture pour chevaux, des outils pour réparer la clôture et un thermos de café chaud. Il trouva Nathalie à l'intérieur de l'écurie, brossant Tempête avec des mouvements doux. « Sainte Vierge !» murmura le vieil homme depuis la porte. « Je n'aurais jamais pensé voir ça. » Nathalie sourit sans cesser de brosser. La chanson. Mon père m'a dit que Tempête la connaissait. Vincent entra doucement comme s'il craignait de rompre le sortilège. Votre père lui chantait cette chanson tous les jours pendant des années. Il était le seul à pouvoir l'approcher. Qu'est-il arrivé à ce cheval, Vincent? Pourquoi est-il devenu ainsi? Le vieil homme s'assit sur un seau renversé. Il soupira longuement. Il y a 10 ans, Tempête était le cheval le plus noble de tout le haras. Votre père le montait chaque matin à l'aube.
Ils étaient inséparables. Mais alors quelque chose s'est passé. Je ne sais pas exactement quoi. Un jour, M. Armand est arrivé au haras le visage décomposé, il est entré seul dans l'écurie et a passé 3 heures enfermé avec Timpette. Quand il est sorti, le cheval n'était plus le même. Qu'est-ce qui a pu se passer? Personne ne le sait. Votre père a interdit à quiconque de s'approcher de l'animal. Il a payé des fortunes pour le maintenir en vie alors que tout le monde lui disait de l'abattre. Les travailleurs pensaient qu'il était fou, mais M. Armand disait toujours « Ce cheval vaut plus que tout le domaine, et un jour, quelqu'un le comprendra. » Nathalie cessa de brosser. « Il vaut plus que tout le domaine, mais il n'a pas de registre, pas de poulain. Il ne peut ni concourir ni travailler. » Vincent se leva. « Mademoiselle, j'ai promis à votre père de vous aider, mais je lui ai aussi promis de ne rien vous dire tant que vous ne le découvririez pas seul. Je ne peux vous dire qu'une chose. Regardez bien ce cheval. Regardez-le comme votre père le regardait, avec patience, avec soin, avec amour. Il garde quelque chose que vos frères et sœurs ne doivent jamais trouver. » Émile arriva sans prévenir, accompagné de 2 hommes que Nathalie ne connaissait pas. Ils descendirent d'une camionnette noire immatriculée dans un autre département et marchèrent vers le terrain comme s'ils en étaient les propriétaires. « Petite sœur, » dit Émile avec un sourire qui ressemblait plus à une menace. « Eh bien, nous devons parler affaires. » Nathalie s'interposa entre eux et l'écurie. « Je n'ai rien à te dire. »« Bien sûr que si. Ce terrain est à vendre. Je vais l'acheter, et quand ce sera fait, toi et ton cheval devrez partir. Ce terrain est prêté. Le propriétaire ne le vendra pas. » Émile rit. « Le propriétaire vit aux États-Unis et a des dettes. J'ai déjà parlé avec lui. Dans 2 semaines, il signe les papiers. » Les 2 hommes qui l'accompagnaient s'avancèrent vers l'écurie. Nathalie ne bougea pas. « Si vous touchez à ce cheval, j'appelle la gendarmerie. » « Avec quel téléphone? Avec quel argent pour payer un avocat ?» Émile s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. « Écoute-moi bien, cet animal va m'appartenir. De gré ou de force, tu décides. Allah, oui flido? If you we come see enough tendalen vant. 1, 2. » Une voix l'interrompit par derrière. « Mademoiselle a déjà décidé et vous allez partir maintenant. » C'était Vincent, et il tenait une pelle rouillée des 2 mains. Ses yeux, normalement bienveillants, étaient durs comme de la pierre. Émile regarda le vieil homme avec mépris. « Toi aussi tu as des secrets, Vincent. Ne me force pas à te les rappeler. Mes secrets sont les miens et ceux de cette famille. De cette famille. Partez avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les 2. » Les secondes s'étirèrent. Finalement, Émile recula. « 2 semaines, petite sœur. Après ça, ni toi ni le vieil homme ne pourrez m'arrêter. » Il monta dans la camionnette et partit, laissant un nuage de poussière. Nathalie regarda Vincent. « Quel secret a-t-il sur toi ?» Vincent baissa la pelle. Ses mains tremblaient. « De vieux secrets, mademoiselle, de quand j'étais un autre homme. Des secrets qui peuvent me détruire. »« Awasi selasi sisis, and fast, nawelan. »« Nawasi sis, and fast. » Un après-midi chaud, alors qu'elle nettoyait les sabots de Timpette, Nathalie remarqua quelque chose d'étrange sur le fer du sabot arrière gauche. Il y avait des marques qui ressemblaient à des éraflures d'usure, mais en regardant de plus près, elle découvrit qu'elles avaient une forme trop régulière pour être accidentelles. Elle prit une brosse métallique et un chiffon humide. Avec soin, elle commença à frotter la surface du fer. La rouille et la saleté cédèrent peu à peu. En dessous apparurent des lignes gravées avec précision, des chiffres et des lettres. Nathalie sentit son cœur s'arrêter. Elle continua de nettoyer jusqu'à ce que toute l'inscription soit visible. BNG 198724583191. Une clé et des sigles qui lui étaient familiers, mais qu'elle ne parvenait pas à situer. Elle courut vers Vincent, qui réparait la clôture de l'autre côté du terrain. « Vincent, regardez ça !» Le vieil homme s'approcha en boitant. Quand il vit le fer, il pâlit. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que c'est? Que signifie BNG 1987 ?» Vincent la regarda avec un mélange de soulagement et de peur. « Banque nationale de France. Agence fondée en 1987. Votre père y avait un coffre privé. Personne ne connaissait son existence, sauf lui et moi. Un coffre avec quoi? Je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Il m'a juste fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je devais m'assurer que vous trouviez cela par vous-même, que personne d'autre ne devait le savoir. » Nathalie regarda le fer, puis Vincent, puis vers l'horizon où le soleil se couchait. « Je dois aller à Lyon. Allez-y seul, ne le dites à personne. Et mademoiselle » Vincent la prit par le bras avec sa main calleuse. « Soyez prudente. Ce qu'il y a dans ce coffre peut changer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Maybe wow.
4:40 Farnham, 19. Cette nuit-là, Nathalie ne put dormir. Elle resta assise sur le sol de la cabane en tôle, la lampe de poche allumée et un morceau de papier où elle avait copié les numéros du fer. Elle les relut 100 fois, essayant de trouver un motif. BNG, 1987. Banque nationale de France, agence 1987. Ça, elle le savait déjà, mais les autres numéros, 7245 831941. Une combinaison, une clé d'accès, des coordonnées. Elle prit le vieux téléphone que Vincent lui avait prêté. Il avait des fissures sur l'écran et la batterie ne durait que quelques heures, mais il servait à chercher sur Internet. Elle tapa « Banque nationale de France, agence Lyon 1987 » et attendit que la page se charge. Les résultats confirmèrent ce que Vincent avait dit. L'agence existait. C'était un bâtiment ancien dans le centre historique de la ville, connu pour offrir des services de coffre privés à des clients de haut profil. Le genre d'endroit où les gens gardaient des choses qu'ils ne voulaient pas que quiconque trouve. Nathalie regarda vers l'écurie où Tempête dormait. Son père avait gravé cette information sur un fer. Il l'avait caché sur un cheval que personne ne voulait toucher. Il avait fait confiance à ce que seule elle aurait la patience de la découvrir. « Qu'as-tu gardé là, papa ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Qu'était-ce de si important que tu aies dû le cacher à tout le monde ?» Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Nathalie marcha jusqu'à la route principale et attendit le bus pour Lyon. Elle avait dans sa poche les numéros copiés sur papier, 300 € que Vincent lui avait prêtés, et une vieille photo de son père qu'elle portait toujours sur elle. Le voyage durerait 4 heures. 4 heures pour penser à tout ce qui pouvait mal tourner et à tout ce qui pouvait changer si ce qu'il y avait dans ce coffre était réel. La Banque nationale de France était un bâtiment en pierre de taille rose avec d'épaisses colonnes et des portes en fer forgé. Il semblait sorti d'une autre époque, un endroit où les secrets étaient gardés sur papier et les promesses avaient encore de la valeur. Nathalie entra en se sentant à sa place. Ses vêtements étaient tachés de terre, ses chaussures usées, ses cheveux ramassés en une tresse négligée. Les personnes qui attendaient sur les fauteuils en cuir la regardèrent comme une intruse. Elle s'approcha de la réceptionniste, une jeune femme aux ongles parfaits et à l'expression ennuyée. « Bonjour, je viens me renseigner sur un coffre privé. » La réceptionniste l'examina de haut en bas. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais j'ai un code d'accès. »« Sans rendez-vous, je ne peux pas vous aider. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Le code est BNG, 1987, suivi de 7245831941. » La réceptionniste fronça les sourcils. Elle tapa quelque chose sur son ordinateur. Son expression changea. « Veuillez patienter un instant. » Elle passa un appel à voix basse. Elle raccrocha et regarda Nathalie avec d'autres yeux. « Quelqu'un va descendre pour vous recevoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Nathalie attendit 3 heures. Les gens allaient et venaient. Personne ne lui offrit d'eau ni ne lui expliqua ce qui se passait. Elle commençait à penser que tout était une erreur lorsqu'un homme plus âgé apparut par une porte latérale. Il portait un costume gris, une cravate sombre et le genre de calme que seul donne la connaissance. « Mademoiselle Dubois. »« Oui, je suis monsieur le maire, responsable des services spéciaux. Veuillez m'accompagner. » Il la conduisit le long d'un long couloir, jusqu'à un ascenseur qui descendait au sous-sol. Pendant qu'il descendait, l'homme parla sans la regarder. « Ce compte est actif depuis 30 ans, payé ponctuellement chaque mois. Personne n'est jamais venu le réclamer. Personne. Les instructions étaient très spécifiques. Seule la personne présentant le code complet en personne pourrait y accéder, sans exception. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Devant eux se trouvait un couloir avec des coffres numérotés. « Bienvenue, mademoiselle Dubois. Ce qui est à l'intérieur vous attend depuis longtemps. » Le coffre numéro 247 était plus petit que Nathalie l'imaginait. Une porte en acier épais, avec une serrure à combinaison et un lecteur de clés. Monsieur le maire lui indiqua d'entrer les chiffres 7245831941. Un clic métallique. La porte s'ouvrit avec un soupir d'air vicié. À l'intérieur, il y avait un coffre métallique de la taille d'une petite malle. Il était couvert de poussière, comme si personne ne l'avait touché depuis des décennies. À côté, une enveloppe jaunie et un carnet en cuir noir. « Je vous laisse seul, » dit le maire. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Quand vous aurez terminé, appuyez sur le bouton rouge à côté de la porte. » Nathalie attendit qu'il parte. Le silence dans le coffre était absolu, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Elle ouvrit d'abord l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. L'écriture était celle de son père. Elle l'a reconnue immédiatement.
Nathalie, si tu lis ceci, cela signifie que tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu as pris soin de Tempête quand tout le monde le méprisait. Tu as trouvé ce que j'ai caché pour toi. Ce qu'il y a dans cette boîte t'appartient de droit, non par le sang, non par la loi, mais pour être qui tu es. Utilise-le bien, et quand tu découvriras la vérité sur tes frères et sœurs, ne te laisse pas vaincre par la haine. La haine est une cage et toi, tu es né pour être libre, ton père qui t'aime. Les larmes brouillèrent sa vue. Elle inspira profondément, ouvrit la malle métallique. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des dizaines de dossiers remplis de documents légaux, des actes notariés avec des sceaux officiels, des contrats de vente, des registres cadastraux. Nathalie commença à les feuilleter sans pouvoir croire ce qu'elle voyait. Des propriétés, 17 propriétés, dans 5 départements différents. Des terrains, des entrepôts, un immeuble d'appartements à Lyon, un domaine en Bourgogne, des locaux commerciaux en Auvergne. Tout au nom d'une société appelée l'Héritage de la Vallée S.A., dont l'unique bénéficiaire était celui qui présenterait la clé originale du coffre. Nathalie fit des calculs mentaux rapides. La valeur de tout cela dépassait les 100 millions d'euros, mais il manquait encore le carnet en cuir noir. Et le carnet était un journal intime. La première entrée datait d'il y a 15 ans. L'écriture de M. Armand était ferme au début, mais elle devenait plus tremblante à mesure que les pages avançaient. Nathalie commença à lire depuis le début. 12 mars. Aujourd'hui, j'ai découvert que Richard a falsifié ma signature sur 3 documents bancaires. Il a retiré 2 millions d'euros du compte principal sans mon autorisation. J'ai les preuves, les originaux avec la fausse signature. Un expert judiciaire les a examinés et a confirmé que ce n'est pas mon écriture. Je ne vais pas le confronter encore. Je veux voir jusqu'où ira son ambition. Les mains de Nathalie tremblaient. Elle continua à lire. 8 juillet. Émile vend du bétail derrière mon dos depuis 3 ans. Il a un acheteur clandestin en Bourgogne qui le paye en espèces. J'ai documenté chaque transaction. Des photographies des camions, des reçus que j'ai trouvés dans son bureau, des témoignages d'employés qui ont accepté de parler en échange d'anonymat. Mon fils me voit comme une banque. Il ne sait pas que les banques gardent des registres de tout. Nathalie tourna les pages plus rapidement. Les trahisons s'accumulaient l'une après l'autre. Richard, Émile, et puis le 3 septembre. Ce qui me fait le plus mal, c'est ce que Florence a fait. Quand sa mère est tombée malade d'Alzheimer, elle a commencé à lui rendre visite seule. Je pensais que c'était l'amour d'une fille, mais hier j'ai trouvé les documents. Florence lui a fait signer des papiers alors qu'elle ne savait même plus son propre nom. Elle a gardé des bijoux qui valaient des millions, des bijoux que ma femme voulait laisser à Nathalie. Elle a volé sa propre mère, et sa mère ne peut plus se souvenir qu'elle a été volée. Nathalie ferma le journal un instant. Elle avait besoin d'air, mais dans ce coffre, il n'y avait pas de fenêtre, seulement du silence et des vérités qui faisaient plus mal que n'importe quel coup. Elle continua à lire parce qu'elle devait savoir, parce que son père avait gardé tout cela pour une raison. Et cette raison se trouvait sur une page de ce carnet. Les pages suivantes documentaient des années d'observation silencieuse. M. Armand avait engagé des détectives privés, il avait recueilli des preuves, il avait construit des dossiers complets sur chacun de ses enfants aînés. Richard, fraude bancaire, falsification de documents, évasion fiscale, preuves suffisantes pour l'envoyer en prison. Émile, vol de bétail, vente clandestine, association avec des acheteurs de provenance douteuse, preuves documentées avec photos et témoignages. Florence, manipulation de personnes vulnérables, appropriation illicite de biens, falsification de signature de sa mère malade. Mais il y avait une section que Nathalie n'attendait pas, une page marquée d'un trombone rouillé, et les mots « à lire à la fin » écrits à l'encre rouge. Pour l'instant, elle l'ignora. Elle continua avec le reste du journal. Monsieur Armand écrivait « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais faire de tout cela. Je pourrais les confronter. Je pourrais les déshériter publiquement. Je pourrais envoyer les preuves aux autorités. Mais cela détruirait la famille pour toujours. Et même s'il ne le mérite pas, il y a quelqu'un qui le mérite, Nathalie. Elle ne sait rien de tout cela. Elle continue à me rendre visite chaque semaine, à me demander comment je me sens, à me chanter quand je ne peux pas dormir. Les 3 autres ne viennent que quand ils ont besoin d'argent ou veulent s'assurer que je suis toujours dans le testament. Nathalie vient parce qu'elle m'aime. Nathalie dut s'arrêter et les larmes tombaient sur les pages, tachant l'encre ancienne. C'est pourquoi j'ai décidé de faire les choses de cette manière. Le testament officiel leur donnera à tous les 3 ce qu'ils attendent, mais le véritable héritage sera caché là où seule Nathalie pourra le trouver. Dans Tempête, le seul être de ce domaine qui a aussi été trahi et qui mérite aussi une seconde chance. Nathalie comprit.
Alors, Nathalie arriva à la page marquée du trombone rouillé. Les mots « à lire » à la fin l'avaient interpellée depuis qu'elle les avait vus, mais elle avait voulu comprendre d'abord le contexte complet. Maintenant, elle était prête. Elle ouvrit cette section et trouva une entrée différente des autres. L'écriture était plus tremblante, comme si M. Armand avait écrit avec difficulté. La date remontait à peine 6 mois avant sa mort. Il y a une vérité que j'ai tue pendant 40 ans. Je ne sais pas si je dois l'emporter dans la tombe ou la laisser ici, mais si Nathalie lit ceci, cela signifie que je fais confiance à son jugement plus qu'au mien. Nathalie sentit que l'air devenait plus dense. Quand Florence est née, j'avais des doutes. Rachel, ma femme, avait été distante pendant des mois. Elle se rendait souvent au domaine de sa famille. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, les dates ne correspondaient pas à mes calculs. Les lignes suivantes étaient écrites avec une encre différente, comme si elles avaient été ajoutées plus tard. J'ai fait un test quand Florence avait 2 ans, en secret, et les résultats ont été clairs. Elle n'est pas ma fille biologique. Nathalie laissa tomber le journal. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas le tenir. Florence n'était pas la fille de M. Armand. Sa sœur aînée, celle qui l'avait le plus humiliée, celle qui se croyait supérieure à tous, ne partageait pas le sang avec eux. Elle ramassa le journal et continua à lire. « Je n'ai jamais rien dit. Je l'ai élevée comme ma propre fille. Je l'ai aimée comme ma propre fille. Mais elle a choisi d'être cruelle. Cela ne vient pas du sang, cela vient de l'âme. Certains naissent dans l'obscurité et trouvent la lumière. D'autres naissent dans la lumière et choisissent l'obscurité. Florence a choisi. La page suivante était arrachée. Il ne restait qu'un fragment qui disait « Le vrai père était… » Le reste avait disparu. Nathalie sortit de la banque 4 heures après y être entrée. Elle portait dans un sac en tissu tous les documents, les actes, le journal, les preuves. Monsieur le maire lui fit signer un récépissé de remise et lui donna une carte avec ses coordonnées. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour réclamer les propriétés, je peux vous recommander quelqu'un de confiance. Merci, j'y réfléchirai. Elle marcha dans les rues de Lyon sans but précis. La ville bougeait autour d'elle, mais elle était dans un autre monde, dans le monde de son père, où les vérités se cachaient dans des fers de chevaux et les testaments ne disaient que la moitié de l'histoire. Elle pensa à Richard, aux millions qu'il avait volés tout en se faisant passer pour le fils parfait. Elle pensa à Émile, au bétail vendu en douce, aux menaces, à la façon dont il la regardait comme si elle était un obstacle. Elle pensa à Florence, aux bijoux volés à sa mère malade, au fait qu'elle n'était même pas la fille de M. Armand et qu'elle ne le savait pas. Et elle pensa à elle-même, la fille cadette, celle que tout le monde considérait comme inutile, celle qui avait hérité d'un vieux cheval tandis que ses frères et sœurs se partageaient des fortunes. Maintenant, elle avait le véritable héritage et elle avait les preuves de chaque trahison. La question était, qu'allait-elle faire de tout cela? Elle pouvait rester silencieuse, prendre les propriétés en douce, disparaître avec l'argent, ou elle pouvait réclamer ce qui était à elle et affronter ses frères et sœurs avec la vérité. En attendant le bus de retour, elle prit une décision. Elle n'allait pas se cacher, elle n'allait pas fuir. Elle allait réclamer chaque propriété, chaque euro, chaque centimètre de terre que son père lui avait laissé. Et si ses frères et sœurs voulaient la guerre, il l'aurait. L'avocat que Nathalie engagea s'appelait Maître Romain Fournier. Il était jeune, fraîchement sorti d'un grand cabinet où il avait appris que le système juridique favorisait celui qui avait le plus de patience et les meilleures preuves. Quand Nathalie lui montra les documents du coffre, il faillit tomber de sa chaise. C'est réel, tout est notarié, mon père a passé des années à le préparer. Fournier examina les actes un par un. Ses yeux s'écarquillaient à chaque page. Nous parlons de plus de 100 millions d'euros de propriété, toutes légalement constituées via une société commerciale dont vous êtes l'unique bénéficiaire. Puis-je les réclamer? Vous le pouvez, vous le devez. Le processus est simple. Nous présentons les documents originaux. L'authenticité du code d'accès est vérifiée et le transfert formel est effectué à votre nom. Combien de temps cela prend dites? S'il n'y a pas d'opposition, quelques semaines. Mais Fournier la regarda avec sérieux. Vos frères et sœurs seront informés dès que nous enregistrerons les propriétés à votre nom. Ils recevront des notifications et, d'après ce que vous me dites d'eux, ils ne resteront pas les bras croisés. Nathalie pensa à Richard avec ses menaces déguisées en aide, à Émile avec ses hommes en camionnette noire, à Florence avec son mépris glacial. Qu'ils soient informés, je ne vais pas me cacher. Vous m'avez également montré un journal avec de graves accusations, fraude, vol, manipulation d'une personne malade. Voulez-vous utiliser cela aussi? Nathalie hésita. Le journal était sa carte la plus forte, mais aussi la plus dangereuse. Si elle l'utilisait, la guerre serait totale. Pas encore,
Gardons-le en réserve. S'ils attaquent en premier, alors nous l'utiliserons. Fournier hocha la tête. Compris. Nous allons commencer par l'enregistrement des propriétés. Préparez-vous, mademoiselle Dubois. Ce qui arrive ne sera pas facile. Une semaine plus tard, les notifications arrivèrent aux maisons de Richard, Émile et Florence. Des documents officiels les informant que 17 propriétés dans 5 départements avaient été enregistrées au nom de leur sœur cadette, Nathalie Dubois, en tant qu'unique bénéficiaire de la société, l'héritage de la Vallée S. Ah, Richard appela Émile à 6 heures du matin. « Tu as vu ce qui est arrivé ? » ?»« Je l'ai vu. D'où a-t-elle sorti ces propriétés ? Papa n'a jamais mentionné de société. »« Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Florence reçut la notification pendant son petit déjeuner. Elle l'a lue 3 fois sans pouvoir y croire. Des propriétés qui valaient plus que tout ce qu'elle avait hérité, entre les mains de Nathalie, l'inutile, celle qui s'était retrouvée avec un vieux cheval. Cet après-midi-là, les 3 frères et sœurs se réunirent au haras principal. C'était la première fois qu'ils étaient ensemble depuis les funérailles de leur père. « C'est une fraude », dit Florence en frappant la table. « Papa n'aurait jamais fait ça. Elle a falsifié des documents. » Richard secoua la tête. « J'ai vérifié les registres. Ces propriétés ont été achetées il y a plus de 20 ans. Les notaires sont réels. Les sceaux sont officiels. »« Alors papa nous a menti, » dit Émile. « Il nous a donné des miettes pendant qu'il cachait la vraie fortune pour sa préférée. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda Florence. « Richard se servait un verre de whisky. Nous allons la poursuivre en justice. Nous alléguerons que papa n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a créé cette société et qu'elle l'a manipulée au cours de ces derniers mois, qu'il y a des irrégularités dans les documents. Et si nous perdons ?» Richard regarda ses frères et sœurs avec froideur. « Nous ne perdrons pas. Et si la loi ne fonctionne pas, il y a d'autres moyens de régler les choses. » La plainte arriva au tribunal de grande instance du Rhône 2 semaines plus tard. Les frères et sœurs Dubois alléguaient que Nathalie avait commis une fraude, une manipulation de personnes vulnérables et une falsification de documents. Ils demandaient que le transfert de propriété soit annulé et qu'une enquête pénale soit ouverte contre elle. Nathalie reçut la notification alors qu'elle s'occupait de Tempête. Elle la lut debout près de l'écurie, le soleil de l'après-midi tombant sur les mots qui l'accusaient d'être une criminelle. « Je savais qu'il ferait ça », dit-elle à Vincent quand il arriva avec des provisions. « Mon avocat m'avait prévenu. Que vas-tu faire ? Me battre. Que puis-je faire d'autre ?» Vincent déposa les sacs sur le sol et s'assit sur une pierre. Il paraissait plus vieux que jamais. « Mademoiselle, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vos frères et sœurs ne jouent pas loyalement. Richard a des contacts au gouvernement. Émile connaît des gens dangereux. Et Florence, elle est la pire de tous parce qu'elle réfléchit avant d'agir. Vous êtes en train de me dire d'abandonner ? Je vous dis d'être prudente. Votre père ne vous a pas seulement laissé un héritage, il vous a laissé une guerre. Et dans les guerres, les bonnes personnes perdent parfois. » Nathalie caressa le cou de Tempête. Le cheval souffla doucement, comme s'il comprenait. « Mon père m'a laissé cette guerre parce qu'il savait que je pouvais la mener. S'il avait voulu que j'abandonne, il n'aurait pas caché tout cela dans un cheval que personne d'autre ne voulait toucher. Il m'a choisi et je ne vais pas le décevoir. » Cette nuit-là, en examinant des documents avec son avocat au téléphone, Nathalie sentit que quelque chose changeait dans l'air, comme si une tempête s'approchait de l'horizon. Une tempête qui mettrait des mois à arriver, mais qui, une fois là, emporterait tout. Elle était prête. Le tribunal de grande instance de Lyon sentait le vieux papier et le désinfectant. Nathalie arriva tôt, vêtue de ses meilleurs habits, une blouse blanche et une jupe sombre qu'elle avait achetée dans un marché d'occasion. Son avocat, maître Romain Fournier, l'attendait à l'entrée avec une serviette pleine de documents. « Êtes-vous prête ? » ?»« Non, mais allons-y. » La salle était à moitié pleine. Du côté opposé, ses 3 frères et sœurs occupaient le premier rang aux côtés d'un homme en costume coûteux et aux cheveux gominés. Nathalie reconnut le type, un avocat qui facturait à l'heure ce qu'elle gagnait en un mois. Le juge entra et tous se levèrent. C'était un homme âgé au visage fatigué et aux yeux qui semblaient avoir tout vu. Affaire numéro 2847, Dubois contre Dubois. Plainte pour fraude, manipulation de personnes vulnérables et falsification de documents. L'avocat des frères et sœurs qui se présenta comme maître Bernard prit la parole en premier. « Votre honneur, mes clients allèguent que mademoiselle Nathalie Dubois a profité de l'état mental détérioré de son père, monsieur Armand Dubois, pour lui faire signer des documents qui la bénéficiaient exclusivement. Nous avons des témoignages de personnes proches de la famille qui confirment que monsieur Armand n'était pas en état de prendre des décisions légales au cours de ces dernières années.
Nathalie sentit le sang lui monter à la tête. Son père avait été lucide jusqu'à la fin. Elle le savait mieux que quiconque. Fournier répondit calmement. « Votre honneur, les propriétés en question ont été acquises il y a plus de 20 ans, lorsque M. Armand jouissait d'une parfaite santé mentale. Tous les documents sont dûment notariés et enregistrés. La plainte est dénuée de tout fondement juridique. Le juge prit des notes. Les 2 positions sont acceptées. Nous programmerons des audiences pour la présentation des preuves. Vous avez 30 jours. 30 jours. Nathalie regarda ses frères et sœurs en sortant. Richard souriait. Émile la regardait avec haine. Florence ne se retourna même pas. La guerre avait officiellement commencé. Maître Bernard n'avait pas acquis sa renommée en suivant les règles. Il l'avait acquise en sachant exactement quand les enfreindre. 3 jours après la première audience, il rencontra Florence dans un restaurant discret de Lyon. Elle avait demandé le rendez-vous et il avait accepté, sachant que les clients désespérés payaient mieux. « J'ai besoin de témoins », dit Florence sans détour. « Des gens qui déclareront que mon père n'était pas bien dans sa tête quand il a signé ces documents. » Bernard prit une gorgée de son café. « Les témoins coûtent de l'argent. L'argent n'est pas un problème. Alors les témoins non plus. » Il sortit un carnet de sa poche. « Je connais 3 personnes qui ont travaillé dans des domaines voisins de celui de votre père. Pour la bonne somme, ils se souviendront avoir vu M. Armand confus, désorienté, incapable de reconnaître ses propres enfants. Et si on les interroge, ils sont formés. Ils savent quoi dire et comment le dire. Ils font ça depuis des années. » Florence hocha la tête. « Faites-le et trouvez autre chose. Je veux quelque chose sur Nathalie. Quelque chose qui la fasse passer pour une opportuniste, une manipulatrice, n'importe quoi, qui détruise sa crédibilité. » Bernard sourit. « C'est plus difficile. D'après mes recherches, votre sœur a une réputation impeccable. Elle n'a jamais eu de problèmes légaux, n'a jamais emprunté d'argent. Elle a pris soin de son père jusqu'à la fin sans rien demander en retour. Alors, inventez quelque chose. » L'avocat rangea son carnet. « Inventaire est dangereux, mais il y a une autre option. Quelque chose que j'ai déjà utilisé dans des affaires d'héritage. » « Quoi ? » Remettre en question son identité. Si nous pouvions prouver que Nathalie n'est pas réellement la fille de M. Armand, elle perdrait tout droit sur l'héritage. Florence resta silencieuse. L'idée était audacieuse, risquée, probablement illégale. Mais si elle fonctionnait, « Faites-le, » dit-elle finalement. « Faites ce que vous avez à faire. La zande la maza, ende la maza, ende la maza. » Richard arriva chez Vincent une nuit sans lune. Il gara sa camionnette loin de la route principale et parcourut le dernier tronçon à pied, s'assurant que personne ne le voie. Le vieil homme était assis sur le perron, fumant une cigarette. Il ne parut pas surpris quand il vit Richard émerger de l'obscurité. « Bonsoir, Vincent. Monsieur Richard, qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci ? Affaire. » Richard s'assit sur une chaise en plastique sans demander la permission. « Toi et moi n'avons jamais parlé directement, mais je crois qu'il est temps de le faire. » Vincent tira une longue bouffée de sa cigarette. « Je vous écoute. Je sais que tu aides ma sœur. Tu lui as prêté ta camionnette. Tu lui as trouvé le terrain. Tu la conseilles. Ça ne me plaît pas. Votre père m'a demandé de l'aider. Mon père est mort, et les morts ne paient pas les faveurs. » Richard sortit une enveloppe de la poche de sa veste. « Mais les vivants, oui. » Il posa l'enveloppe sur la table. Vincent ne la toucha pas. « Qu'est-ce que c'est ? 200 000 € pour que tu témoignes en notre faveur au procès. Que tu dises que Nathalie faisait pression sur mon père, qu'elle le perturbait, qu'il ne savait pas ce qu'il signait. » Vincent écrasa sa cigarette contre le cendrier. « Je ne ferai pas ça. » Richard se pencha en avant. Sa voix baissa à un murmure. « Je sais aussi pour ton fils, Vincent. Celui que tu as eu avec Marguerite il y a 30 ans. Celui que tu as abandonné quand il était bébé. Il est maintenant adulte et vit à Villefranche-sur-Saône. Et il ne sait pas que tu es son père. Tu imagines comment il réagirait s'il recevait une lettre anonyme lui racontant la vérité ?» Vincent pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. « Tu as 1 semaine pour décider, » dit Richard en se levant. « L'argent ou la honte, tu choisis. » Alessana, 4041. Nathalie trouva Vincent assis près de l'écurie, le regard perdu dans l'horizon. Il était 6 heures du matin et le vieil homme n'avait pas dormi. On le voyait à ses cernes, à la façon dont ses épaules se courbaient plus que d'habitude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, en s'asseyant à ses côtés. Vincent mit du temps à répondre. Quand il le fit, sa voix semblait brisée. « Richard est venu hier soir. Il m'a offert de l'argent pour témoigner contre vous et quand j'ai refusé, il m'a menacé de quelque chose de pire. »« Avec quoi ?» Le vieil homme ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue ridée. « Il y a 30 ans aujourd'hui, j'ai commis la pire erreur de ma vie.
J'ai eu un fils avec une femme du village. Elle s'appelait Marguerite. Elle était jeune, jolie, et j'étais marié. Quand elle est tombée enceinte, j'ai eu peur. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle parte, et je n'en ai jamais parlé à personne. Nathalie écoutait en silence. L'enfant a grandi sans père. Marguerite est morte il y a 10 ans, et il est resté seul. C'est maintenant un homme de 30 ans qui vit à Villefranche-sur-Saône. Il ne sait pas que j'existe. Il ne sait pas que son père est un lâche qu'il a abandonné. Vincent, Richard va tout lui raconter si je ne témoigne pas contre vous. Il va détruire l'image que ce jeune homme a de sa mère, l'illusion qu'il a peut être encore de connaître un jour son père. Il va utiliser ma honte pour vous couler. Nathalie prit les mains du vieil homme entre les siennes. Écoutez-moi bien. Vous n'allez rien déclarer qui ne soit pas la vérité. Et si Richard met sa menace à exécution, nous affronterons cela ensemble. Je ne vous sais pas pour ce que vous avez fait. Nous faisons tous des erreurs, Vincent. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Le vieil homme la regarda, les yeux humides. Votre père avait raison à votre sujet. Vous êtes la meilleure d'entre eux. Émile avait perdu patience. Les procès prenaient des mois à se résoudre. Les avocats coûtaient des fortunes. Et pendant ce temps, Nathalie continuait de vivre sur ce terrain avec ce maudit cheval qui aurait dû mourir il y a des années. Il décida de prendre les choses en main. Un matin, avant l'aube, il conduisit jusqu'aux abords du village avec 2 bidons d'essence dans le coffre de sa camionnette. Il se gara loin du terrain et marcha le reste du chemin, un bidon dans chaque main. La cabane en tôle était sombre. L'écurie où dormaient Nathalie et Tempête se distinguait à peine dans le ciel nocturne. Il travailla en silence. Il aspergea l'essence autour des parois en bois, imbiba les poteaux qui soutenaient le toit improvisé. Il laissa une traînée qui reliait le tout. L'odeur était forte, pénétrante, mais personne n'était réveillé pour le remarquer. Quand il eut terminé, il recula de quelques mètres et sortit une boîte d'allumettes de sa poche. Il en alluma une. La petite flamme illumina son visage un instant. « C'est pour t'être mêlé de ce qui ne te regardait pas, petite sœur. » Il lança l'allumette. Les flammes grandirent plus vite que prévu. En quelques secondes, le feu encercla l'écurie et commença à grimper le long des murs. La fumée noire s'éleva vers le ciel sans étoiles. Émile courut à sa camionnette, démarra le moteur et s'éloigna sur le chemin de terre sans allumer les phares. Regardant dans le rétroviseur, il vit le halo orangé grandir au loin. Il sourit. Quand quelqu'un arriverait pour aider, il serait déjà trop tard. Tempête fut le premier à se réveiller. La fumée s'infiltra par les fissures de l'écurie et le cheval hennit avec force, frappant les murs de ses sabots. Le bruit réveilla Nathalie, qui dormait dans un coin sur un vieux matelas. Elle ouvrit les yeux et vit la lueur orangée filtrer à travers les planches. Elle sentit la chaleur, l'odeur d'essence, le feu. Elle se leva d'un bond, mais la fumée emplissait déjà l'espace. Elle toussa, se couvrit la bouche avec sa chemise, chercha la porte. Les flammes la bloquaient. Le feu avait complètement encerclé l'écurie. Tempête frappait, enragée, hennissant d'une terreur que Nathalie n'avait jamais entendue. Elle essaya de le calmer, mais l'animal était hors de contrôle. « Tranquille, Tempête, tranquille !» Le toit craqua. Une poutre en flammes tomba à quelques centimètres d'elle. Nathalie cria, recula, sentit que l'air lui manquait. Puis elle entendit des coups de l'extérieur. Du métal contre du bois. Quelqu'un brisait le mur arrière de l'écurie. « Mademoiselle, baissez-vous !» C'était Vincent. Le vieil homme avait vu le feu de sa maison et avait couru avec une hache rouillée. Il frappa les planches encore et encore jusqu'à ouvrir un trou suffisant pour passer. « Sortez maintenant !» Nathalie rampa vers le trou. Vincent la tira par le bras avec force, la traînant dehors. Elle toussait, pleurait, pouvait à peine respirer. Tempête est toujours à l'intérieur. Vincent rentra sans hésiter. Quelques secondes plus tard, le cheval sortit par le trou, le dos en flammes. Le vieil homme le suivait, le frappant avec une couverture mouillée pour éteindre le feu. Nathalie se traîna jusqu'à Tempête et l'étreignit tandis que l'animal tremblait. Les brûlures sur son dos étaient profondes. L'odeur de poils brûlés emplissait l'air. « Ils vont te payer pour ça », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je te le jure par mon père. » Le vétérinaire arriva à l'aube. C'était un jeune homme du village, un voisin qui avait entendu la nouvelle et était venu sans qu'on l'appelle. Il travailla pendant 3 heures à soigner les brûlures de Tempête, pendant que Nathalie tenait la tête de l'animal pour le maintenir immobile. « Il va survivre », dit-il finalement en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Mais les cicatrices seront permanentes, tout le côté gauche du dos restera marqué. Les cicatrices ne m'importent pas, je veux juste qu'il vive. Il a besoin de repos, de médicaments et de soins quotidiens pendant au moins 1 mois. Je vous laisse tout le nécessaire. Vous ne me devez rien. » Nathalie le regarda, surprise. « Pourquoi »
Parce que tout le village sait ce que vos frères et sœurs vous font, et certains d'entre nous croyons encore en la justice. La gendarmerie arriva 1 heure plus tard. 2 officiers examinèrent les restes calcinés de l'écurie, prirent des photographies, trouvèrent les bidons vides qu'Émile avait laissés tomber dans sa hâte de s'échapper. « C'était intentionnel », dit l'un des officiers. « Il y a des traces d'accélérants tout autour du périmètre. Avez-vous une idée de qui cela a pu être » Nathalie hésita. Elle savait que c'était Émile, mais accuser sans preuve directe pouvait compliquer l'affaire au tribunal. « J'ai des soupçons, mais je dois parler à mon avocat avant de faire des déclarations formelles. » Les officiers acquiescèrent, prirent ses coordonnées et promirent d'enquêter. Cette nuit-là, Nathalie dormit aux côtés de Tempête dans ce qu'il restait de l'écurie. Elle lui chanta la berceuse de son père jusqu'à ce que l'animal ferme les yeux. Les brûlures sur son dos brillaient sous la lumière de la lune. « Nous allons gagner ça », lui murmura-t-elle. « Pour toi, pour mon père, pour tous ceux qu'ils ont blessés. Nous allons gagner. » 1 semaine après l'incendie, une femme élégante arriva sur le terrain en taxi. Elle portait une robe bleu foncé, des lunettes de soleil et un sac à main qui valait plus que la cabane en tôle où Nathalie dormait désormais. « Nathalie Dubois ? Qui demande ?» La femme enleva ses lunettes, elle avait des yeux verts, la peau claire et une expression qui mélangeait peur et détermination. « Je m'appelle Laurence, je suis l'épouse de Richard. » Nathalie se tendit. « Si vous venez de sa part, je ne viens pas de sa part, je viens malgré lui. » Laurence regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. « Pouvons-nous parler à l'intérieur ?» Elles s'assirent dans la cabane en tôle. Nathalie lui offrit de l'eau, c'était la seule chose qu'elle avait. Laurence l'accepta sans se plaindre. « Je suis mariée avec votre frère depuis 15 ans, commença-t-elle. 15 ans à supporter ses humiliations, ses infidélités, ses affaires louches. Je suis restée parce que j'avais peur. Peur de perdre mes enfants, peur de me retrouver sans rien. Mais ce qu'ils vous font à vous, l'incendie, c'était trop. Avez-vous des preuves qu'Émile a provoqué l'incendie ? Non, mais j'ai quelque chose de pire. » Laurence sortit un téléphone de son sac. Des enregistrements de conversations que Richard a eus il y a 6 mois, quand votre père était encore en vie. Nathalie sentit son cœur s'arrêter. Quel genre de conversation ? Richard a parlé avec un médecin. Il voulait accélérer les choses, que votre père meure plus vite pour toucher l'héritage plus tôt. Vous dites que le médecin a refusé ? Votre père s'est temporairement rétabli et est mort de cause naturelle des mois plus tard, mais l'intention était là, et j'ai les preuves. Laurence posa le téléphone sur la table. « J'ai besoin de garanties que vous me protégerez si j'utilise cela, que Richard ne pourra pas me prendre mes enfants, ni me laisser à la rue. Pouvez-vous me le garantir ?» Nathalie la regarda fixement. « Je vous donne ma parole. » Nathalie écouta les enregistrements cette nuit-là. La voix de Richard était indubitable. « Docteur, vous savez que mon père n'a pas de qualité de vie. Chaque jour qui passe est un jour de souffrance pour lui et franchement, une dépense inutile pour la famille. Il y a des moyens d'accélérer le processus, des moyens discrets. » La voix du médecin répondit avec prudence. « Ce que vous me demandez est illégal, monsieur Dubois. Je ne peux pas participer à une telle chose. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit directement, juste de regarder ailleurs, de cesser de lui donner certains médicaments, de ne pas intervenir en cas de complications. Je suis désolé, mais j'ai prêté serment. Tous les serments ont un prix, docteur. Le mien non, avec votre permission. » L'enregistrement s'arrêtait là, mais il y en avait d'autres. D'autres conversations où Richard discutait avec Émile du problème du vieil homme et de la façon dont tout serait plus facile s'il mourait une bonne fois pour toutes. Nathalie éteignit le téléphone. Elle se sentait nauséeuse. Son propre frère avait tenté d'accélérer la mort de son père. Il n'y était pas parvenu, mais l'intention était documentée. C'était la preuve de quelque chose de monstrueux. Elle appela son avocat. « Fournier, j'ai quelque chose de nouveau, quelque chose d'énorme. » « À quel point énorme ? » « Assez pour détruire Richard, mais j'ai besoin que vous me disiez si c'est admissible comme preuve. Envoyez-le-moi, je l'examine ce soir. » Après avoir raccroché, Nathalie resta à regarder les étoiles par la fenêtre cassée de la cabane en tôle. Son père était mort de cause naturelle. Les médecins l'avaient confirmé. Mais savoir que Richard avait souhaité sa mort, qu'il avait essayé de l'acheter, cela changeait tout. La guerre n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de justice pour la mémoire de M. Armand, pour tout ce qu'il avait supporté en silence pendant que ses enfants attendaient comme des vautours. L'audience pour la présentation des preuves était prévue pour un mardi. Nathalie arriva avec Fournier et un dossier rempli de documents authentifiés. Elle s'attendait à une journée difficile, mais gérable. Elle ne s'attendait pas à ce qui suivit. Maître Bernard demanda la parole avant que Fournier ne puisse présenter ses preuves. « Votre honneur, avant de poursuivre la procédure standard,
Mes clients souhaitent présenter une preuve qui modifie fondamentalement la nature de cette affaire. Le juge fronça les sourcils. Procédez. Bernard sortit un document de son porte-document et le remit au greffier. Ce que vous tenez entre vos mains est une analyse ADN réalisée par le laboratoire d'analyse médicale spécialisé de Lyon. Et les résultats démontrent que mademoiselle Nathalie Dubois ne partage pas de matériel génétique avec le défunt monsieur Armand Dubois. Un murmure remplit la salle. Nathalie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. En d'autres termes, continua Bernard, avec un sourire à peine contenu, la défendresse n'est pas la fille biologique du testateur. Par conséquent, tout héritage qu'elle réclamerait est nul de plein droit. Elle n'a aucun lien légal ou sanguin avec la famille Dubois. Florence sourit depuis son siège. Richard hocha la tête avec satisfaction. Émile frappa la table comme s'il célébrait un but. Fournier se leva. Objection. Ce document n'a pas été partagé avec la défense. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en vérifier l'authenticité. Le document est dûment certifié, répondit Bernard. Vous pouvez le vérifier si vous le souhaitez, mais les résultats sont clairs. Le juge examina le papier, regarda Nathalie. Mademoiselle Dubois, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Nathalie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle s'était battue, ne tenait soudain qu'à un fil. Votre honneur, intervint Fournier, nous demandons une suspension d'audience pour analyser cette prétendue preuve. Le juge acquiesça. Accordé, nous reprenons dans une semaine. Nathalie quitta le tribunal sans regarder personne. Le document disait qu'elle n'était pas la fille de son père. Et si c'était vrai, elle perdait tout. Nathalie ne dormit pas pendant 3 jours. Elle resta éveillée, regardant le toit en tôle, repassant chaque moment de sa vie avec son père. Les dimanches au Arras, quand elle était enfant. Les après-midi à l'aider avec les comptes quand personne d'autre ne voulait le faire, les nuits à l'hôpital, à lui chanter pour qu'il puisse dormir. Tout cela avait été un mensonge. Elle n'était pas sa fille. Fournier l'appela le 3e jour. J'ai trouvé quelque chose sur ce laboratoire, celui qui aurait fait l'analyse ADN. Qu'avez-vous trouvé? Il a fermé il y a 2 ans. Le propriétaire est en prison pour fraude. Il falsifiait des résultats médicaux pour qui payait suffisamment. Nathalie sentit l'air revenir à ses poumons. Alors, le document est faux? Probablement, mais nous devons le prouver. Je vais engager un laboratoire indépendant pour faire une nouvelle analyse, une vraie, certifiée par le gouvernement, que personne ne pourra contester. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 semaines minimum. En attendant, nous devons tenir bon. Nathalie raccrocha et regarda vers l'écurie où Tempête se reposait. Les brûlures sur son dos guérissaient, mais les cicatrices étaient déjà visibles. Des marques permanentes de ce dont ses frères et sœurs étaient capables. « Mon père m'a choisi », murmura-t-elle dans le vide. « Il m'a laissé tout cela parce qu'il savait qui je suis. Peu importe ce que dit un faux papier, je connais la vérité. » Mais un petit doute continuait de grandir dans son esprit. Et si le document était réel? Et si son père avait gardé ce secret aussi? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Elle devait revenir au journal. Elle devait lire ce qu'elle n'avait pas encore lu. Nathalie passa des heures à revoir chaque page du journal de son père. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi qui lui confirmerait qu'elle était sa fille. Mais M. Armand n'avait jamais écrit sur ce sujet directement. Il parlait de ses visites, de son amour pour elle, de sa différence avec les autres. Il ne mentionnait jamais le sang ou l'ADN. Et alors elle décida d'enquêter d'un autre côté. Si le document était faux, il devait y avoir une trace. Elle appela Fournier. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur qui a payé cette analyse ADN. Le laboratoire était fermé, mais quelqu'un a dû contacter le propriétaire en prison ou ses anciens employés. C'est compliqué. Cela nécessite l'accès à des relevés bancaires. Faites-le, quoi qu'il en coûte. » 3 jours plus tard, Fournier l'appela avec des nouvelles. « J'ai trouvé la trace. Le paiement est venu d'un compte professionnel au nom de « Distributeur du fer S ». Ah, cela vous dit quelque chose? Ce n'est pas une entreprise fantôme, mais le représentant légal enregistré est un membre de la famille de Bernard, l'avocat de vos frères et sœurs. Et il y a autre chose. Le compte a reçu un virement quelques jours auparavant d'une autre entreprise appelée Chevaux de la Vallée. Nathalie reconnut ce nom. C'est l'entreprise de Florence. Exact. Votre sœur a payé pour un faux document afin de vous priver de l'héritage. Nous avons la trace complète. Nathalie ferma les yeux. Florence, toujours Florence, celle qui la méprisait le plus, celle qui ne manquait jamais une occasion de l'humilier. Maintenant, elle avait commis un crime grave pour la détruire. Nous pouvons utiliser cela au procès? Nous le pouvons, et nous allons le faire. Mais attendez, il y a autre chose que vous devez savoir. Quoi?
En enquêtant sur les entreprises de Florence, j'ai trouvé des irrégularités, beaucoup. Je crois que votre père avait raison dans son journal. Votre sœur a volé pendant des années et a laissé une trace qu'elle croyait invisible. Nathalie revint au journal cette nuit-là. Elle l'avait lu plusieurs fois, mais elle sentait qu'il manquait quelque chose. Son père était un homme méticuleux. S'il avait laissé ce carnet comme preuve, il devait y avoir plus. Elle examina la couverture en cuir noir avec soin. Elle était usée par les années, avec des coins pliés et des taches d'humidité. Elle passa ses doigts sur le bord intérieur et sentit quelque chose d'étrange. Une petite bosse entre le cuir et le carton. Avec un couteau de cuisine, elle décolla délicatement l'intérieur. À l'intérieur, il y avait 3 feuilles de papier pliées, jaunies par le temps. La première feuille portait une date d'il y a 40 ans. L'écriture de son père était jeune, ferme, sans les tremblements de la vieillesse. Aujourd'hui, j'ai confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois. Florence n'est pas ma fille. J'ai fait le test en secret quand elle avait 2 ans. Les résultats ont été clairs. Rachel a eu une liaison pendant que j'étais en voyage. L'homme était Antoine Lefebvre, le contremaître qui travaillait ici avant Vincent. Nathalie retint son souffle un instant. J'ai confronté Rachel. Elle a pleuré, m'a demandé pardon. Elle m'a supplié de ne pas l'abandonner. Elle a dit que c'était une erreur, qu'elle ne l'avait plus jamais revue. Le croyais-je ou voulais-je le croire? J'ai décidé de rester. J'ai décidé d'élever Florence comme ma propre fille. J'ai renvoyé Antoine et je l'ai payé pour qu'il quitte la région. Je n'en ai jamais reparlé. La deuxième feuille continuait. 20 ans se sont écoulés depuis. Florence a grandi sans connaître la vérité. Je l'ai traitée comme les autres, être même mieux. Car je sentais que je devais compenser quelque chose, mais elle a choisi d'être qui elle est. Le sang ne détermine pas le destin, les décisions le font. La 3e feuille était la plus récente. L'écriture tremblait, signe que M. Armand l'avait écrite au cours de ces derniers mois. Si Nathalie lit ceci, cela signifie que la preuve a fonctionné, et cela signifie qu'elle a pris soin de Tempête avec l'amour que j'espérais. Cela signifie qu'elle a trouvé tout ce que j'ai caché pour elle. Nathalie dut s'essuyer les larmes pour continuer à lire. « Je veux que tu saches, ma fille, que je n'ai jamais douté que tu étais la mienne. Du jour de ta naissance, j'ai vu dans tes yeux le même regard que je voyais chez ma mère, la même bonté, la même force silencieuse. Tu es mon sang, mon véritable héritage. Florence ne le sait pas et peut. Être ne devrait-elle jamais le savoir. Cela, je le laisse à ton jugement. Mais si elle tente de te prendre ce qui t'appartient, si elle tente de te détruire comme elle a détruit d'autres, alors utilise cette vérité. Non pas comme une vengeance, mais comme une défense. Il y a une différence. Antoine Lefebvre est mort il y a 10 ans dans un accident de la route. Il a emporté le secret dans sa tombe, mais j'ai gardé les preuves ADN originales. Elles sont dans le coffre-fort de mon bureau, celui que personne n'utilise parce que tout le monde croit qu'il est vide. La combinaison, c'est ta date de naissance. Nathalie termina de lire et resta immobile pendant de longues minutes. Son père avait tout su. Il avait gardé le silence pendant 40 ans pour protéger une famille qui ne le méritait pas, et finalement, il lui avait laissé les outils pour se défendre. « Merci, papa », murmura-t-elle au papier taché de larmes. « Je ne te décevrai pas. » Le lendemain matin, Nathalie se rendit au domaine principal. Elle savait que ses frères et sœurs ne seraient pas là. Richard avait des réunions à Lyon les mardis. Émile passait les matins dans les enclos à taureaux, et Florence arrivait rarement avant midi. Elle entra par la porte de service qu'il laissait toujours ouverte. La maison sentait le vieux bois et les souvenirs. Elle monta au bureau de son père. Elle vit la pièce que personne n'avait touchée depuis sa mort. Le coffre-fort était dans un coin derrière une bibliothèque poussiéreuse. Il était petit, ancien, du genre qui s'ouvrait avec une combinaison numérique. Nathalie composa sa date de naissance, 15 août 1989. La porte s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, il y avait une épaisse enveloppe en papier kraft. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Elle contenait 2 choses. Les résultats originaux du test ADN de Florence, daté d'il y a 40 ans, et une lettre scellée qui lui était adressée. « Nathalie, si tu as trouvé ceci, cela signifie que mes instructions ont fonctionné. J'ai toujours su que ce serait toi qui irais jusque-là. Non pas parce que tu es plus intelligente que tes frères et sœurs, mais parce que tu es plus patiente, plus aimante, plus disposée à regarder là où les autres ne veulent pas voir. Je t'ai laissé Tempête parce que lui et toi êtes pareils. Vous avez tous deux été jugés injustement, et tous deux avez été méprisés par ceux qui ne vous connaissaient pas. Et vous avez tous deux plus de valeur que quiconque ne l'imagine. La preuve du cheval n'était pas une énigme ingénieuse, c'était un filtre. Seul quelqu'un avec un véritable amour dans le cœur prendrait soin d'un animal que tout le monde voulait mort.
Seule une telle personne prendrait le temps de nettoyer ses sabots, d'examiner ses fers, de découvrir ce que j'ai caché. Tes frères et sœurs auraient vendu Tempête dès la première semaine. Toi, tu l'as sauvé. Et en le sauvant, tu t'es sauvé toi-même. Nathalie retourna sur le terrain avec les documents cachés sous ses vêtements. Elle trouva Vincent qui l'attendait près de l'écurie, l'expression inquiète. « Où étiez-vous? Je vous cherche depuis des heures. Je suis allé chercher quelque chose que mon père m'a laissé. » Elle lui montra les papiers. Vincent les lut en silence, ses vieux yeux s'humidifiant à chaque ligne. « Alors, c'est vrai? Nous, les employés du domaine, nous l'avons toujours soupçonné. Florence ne ressemblait à personne de la famille, mais M. Armand la traitait comme les autres, alors nous n'avons jamais rien dit. Mon père l'a aimée malgré tout. Il l'a élevée, l'a éduquée, lui a donné tout ce qu'il avait, et elle l'a trahi de toute façon. » Vincent acquiesça lentement. L'amour d'un père ne dépend pas du sang, mais l'amour d'un enfant dépend de ses décisions. Florence a mal choisi. Nathalie rangea les documents dans un sac imperméable qu'elle cacha sous une planche lâche de l'écurie. « Maintenant, je comprends tout, Vincent. Mon père ne m'a pas laissé un vieux cheval par accident. Il m'a laissé une épreuve. Il voulait savoir si j'étais capable d'aimer quelque chose que personne d'autre ne voulait aimer, et il voulait s'assurer que l'héritage arrive à qui le méritait. Et vous avez réussi l'épreuve. J'ai réussi l'épreuve. » Nathalie regarda vers Tempête, qui se reposait dans son coin, les cicatrices brillant sous le soleil. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que le juge le comprenne aussi. Le jour du jugement final, la salle était pleine. L'affaire Dubois contre Dubois avait attiré l'attention de la moitié du département. Journalistes, curieux et voisins du village occupaient chaque siège disponible. Nathalie entra avec Fournier à ses côtés. Elle portait la même blouse blanche que lors de la première audience, mais elle marchait désormais différemment, le dos droit, le regard ferme. Ses frères et sœurs étaient déjà à leur place. Richard feignait le calme, mais tambourinait des doigts sur la table. Émile regardait vers la porte comme s'il voulait s'échapper. Florence avait de profondes cernes, et son maquillage ne suffisait pas à masquer sa nervosité. Le juge prit place. Nous continuons avec l'affaire 2847. La défense a demandé à présenter de nouvelles preuves. Procédez. Fournier se leva. Votre honneur, lors de l'audience précédente, la partie demanderesse a présenté une prétendue analyse ADN qui remettait en question la filiation de ma cliente. Nous avons enquêté sur ce document et découvert qu'il est frauduleux. Bernard protesta. C'est une accusation grave sans fondement. J'ai des fondements. Fournier remit un dossier au greffier. Le laboratoire qui aurait réalisé l'analyse a fermé il y a 2 ans. Son propriétaire purge une peine pour falsification de documents médicaux. Et nous avons la trace bancaire, qui démontre que le paiement pour cette fausse analyse provient d'une entreprise contrôlée par Madame Florence Dubois. Le murmure remplit la salle. Florence pâlit. De plus, continua Fournier, nous demandons qu'une nouvelle analyse ADN soit réalisée sur toutes les parties impliquées. Les résultats ont déjà été effectués par un laboratoire certifié par le gouvernement fédéral. Il se trouve dans cette enveloppe scellée. Il remit l'enveloppe au juge, qui l'examina avec une expression grave. La partie demanderesse a-t-elle des objections? Bernard regarda ses clients. Richard secoua la tête presque imperceptiblement. Non, votre honneur. Alors nous allons procéder à l'ouverture des résultats. Non, si. Avant que le juge n'ouvre l'enveloppe, Fournier demanda à nouveau la parole. Votre honneur, il y a un témoin supplémentaire qui souhaite déposer. Son témoignage est pertinent pour établir le mode de conduite des demandeurs. Qui est le témoin? Laurence Dubois, épouse de Richard Dubois. Richard se leva d'un bond. Objection. Mon épouse ne peut pas témoigner contre moi. Le privilège conjugal ne s'applique pas dans les cas de fraude et de crimes graves, répondit Fournier calmement. Madame Dubois est ici de son plein gré. Le juge y réfléchit. Le témoignage est accepté. Que le témoin passe. Laurence entra par une porte latérale. Elle évita de regarder Richard en marchant vers la barre. Ses mains tremblaient, mais sa voix fut ferme lorsque le greffier lui fit prêter serment. « Madame Dubois, » commença Fournier, « pouvez-vous décrire au tribunal les conversations que vous avez entendues entre votre époux et d'autres personnes concernant le défunt monsieur Armand Dubois ?» Laurence inspira profondément. « Mon époux a parlé avec un médecin 6 mois avant la mort de mon beau-père. Il lui a offert de l'argent pour accélérer son décès. Le médecin a refusé, mais j'ai enregistré la conversation. » Le scandale éclata dans la salle. Richard criait que c'était un mensonge. Émile tenta de se lever, mais les gardes le retinrent. Florence resta immobile comme si elle avait cessé de respirer. « J'ai les enregistrements, » continua Laurence. « Ils prouvent que mon époux a tenté d'accélérer la mort de son propre père pour hériter plus rapidement.
J'ai également connaissance que mon beau-frère Émile a provoqué l'incendie qui a failli tuer Nathalie il y a quelques semaines. Le juge frappa le marteau à plusieurs reprises. « Ordre! Ordre dans la salle !» Quand le silence revint, le juge regarda Richard avec des yeux durs. « Monsieur Dubois, ce que vous venez d'entendre sont des accusations très graves. Nous allons procéder à l'ouverture des résultats ADN, puis nous aborderons ces nouveaux éléments. » Le juge ouvrit l'enveloppe scellée avec une lenteur délibérée. Le silence dans la salle était absolu. Nathalie pouvait entendre les battements de son propre cœur. Les résultats de l'analyse ADN, pratiquée par le Laboratoire national de génétique forensique, certifié par le ministère de la Santé, sont les suivants. Lut-il à voix haute. Nathalie Dubois. Compatibilité génétique avec Armand Dubois confirmée à 97%. Conclusion. Relation père et fille biologique vérifiée. Nathalie sentit l'air revenir à ses poumons et les larmes jaillir sans qu'elle puisse les retenir. Elle était la fille de son père, elle l'avait toujours été. Mais le juge n'avait pas terminé. Florence Dubois. Compatibilité génétique avec Armand Dubois, 0%. Conclusion. Il n'existe aucune relation biologique entre les parties. Le cri de Florence déchira l'air comme un couteau. Elle se leva de son siège, le visage décomposé. « C'est un mensonge. Je suis sa fille. J'ai toujours été sa fille. » Ordre. Le juge frappa le marteau. « Madame, contrôlez-vous ou vous serez expulsée de la salle. » Florence tomba à genoux. Son corps tremblait de sanglots qu'elle n'essayait plus de contenir. « Papa m'aimait », répétait-elle en pleurs. « Il me traitait comme tout le monde. Il ne m'a jamais rien dit. » Richard et Émile la regardaient sans bouger, assimilant ce qu'ils venaient d'entendre. Leur sœur, celle qui avait toujours agi comme si elle était supérieure à tous, n'était pas de leur sang. Le juge attendit que les gardes aident Florence à regagner son siège. Au vu des preuves présentées, ce tribunal décide que la plainte pour fraude contre Nathalie Dubois est rejetée. Les propriétés de la société L'Héritage de la Vallée appartiennent légitimement à mademoiselle Dubois. Il marqua une pause. De plus, une enquête est ouverte contre Richard, Émile et Florence Dubois pour les délits de falsification de documents, fraude procédurale et tentative d'homicide au stade de la tentative. Ils sont placés en détention provisoire jusqu'à la conclusion de l'enquête. Les gardes s'approchèrent des trois frères et sœurs. Richard criait qu'on appelle son avocat. Émile se débattait. Florence n'avait plus la force de résister. Nathalie les vit sortir menottées, un par un. Elle ne ressentit aucune joie, seulement un vide profond, là où il y avait eu de la douleur. 3 mois plus tard, Nathalie était assise près de Tempête, au domaine qui lui appartenait désormais. Les poursuites judiciaires étaient terminées. Richard et Émile faisaient face à des accusations pénales qui les maintiendraient en prison pendant des années. Florence avait disparu du département, incapable d'affronter la vérité sur ses origines. Vincent restait à ses côtés, plus comme un membre de la famille que comme un employé. Laurence avait reçu la protection que Nathalie lui avait promise et commençait une nouvelle vie loin de Richard. Mais il y avait quelque chose que Nathalie n'avait pas encore fait, quelque chose qu'elle avait gardé pour ce moment. Elle sortit le journal de son père et l'ouvrit à la dernière page, celle qu'elle n'avait jamais lue parce qu'elle voulait attendre que tout soit fini. L'écriture de M. Armand tremblait, signe qu'il avait écrit ces mots très près de la fin. « Nathalie, si tu lis ceci, ma fille, c'est parce que tu as fait ce que j'attendais. Tu as pris soin de Tempête quand personne d'autre ne voulait le faire. Tu as trouvé ce que j'ai caché. Tu t'es battu contre tes frères et sœurs et tu as gagné. Mais je veux que tu saches autre chose, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand on t'a diagnostiqué cette fièvre à l'âge de 3 ans, les médecins ont dit que tu ne survivrais pas. J'ai passé 3 nuits à l'hôpital à prier pour la première fois de ma vie. J'ai promis à Dieu que si tu étais sauvé, je consacrerais le reste de mes jours à te protéger. Tu as été sauvé. Et j'ai tenu ma promesse. Tout ce que j'ai fait, les propriétés cachées, le journal avec les preuves, le fer de Tempête, c'était pour m'assurer que personne ne puisse te prendre ce que tu mérites. Je savais que tes frères et sœurs tenteraient de te détruire quand je ne serais plus là, et c'est pourquoi je t'ai laissé les armes pour te défendre. Mais la vérité la plus importante ne se trouve dans aucun document. Elle se trouve dans ce que tu es. Les 4 autres attendaient ma mort. Toi, tu attendais ma guérison. Chaque fois que tu me rendais visite, tu me demandais comment je me sentais, pas combien j'allais leur laisser. C'est le seul héritage qui compte, ma fille. Un cœur qui sait aimer sans rien attendre en retour. Tout le reste n'est que papier. Ton père qui t'aime pour toujours. Palisan. Exemple Indali Ali. Yamaso. Anisiandi. Andalisantro.
Nathalie ferma le journal et le serra contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues tandis que le soleil de l'après-midi illuminait le domaine. Tempête s'approcha en boitant légèrement, les cicatrices de son dos brillant sous la lumière dorée. Il posa sa tête contre l'épaule de Nathalie, comme s'il savait exactement ce dont elle avait besoin. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle en caressant son cou. « Papa avait raison à notre sujet. Personne d'autre ne voulait de nous, mais nous nous avions l'un l'autre. » Le vent souffla de la vallée, apportant le parfum des champs qui étaient maintenant les siens. Quelque part sur cette terre était enterré son père, l'homme qui avait gardé des secrets pendant 40 ans pour protéger ceux qu'il aimait. Nathalie se leva et marcha vers le domaine principal, Tempête la suivant lentement. Il y avait beaucoup de travail à faire, des propriétés à gérer, des décisions à prendre, une nouvelle vie à construire. Mais avant d'entrer, elle regarda le ciel une dernière fois. « Merci papa, pour tout. » Le vent sembla lui répondre, doux comme une caresse.